Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes connectés sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Ça fait plus de 2 semaines. On vous avait annoncé ces grands rendez-vous des têtes bien faites de la République. Sur ces plateaux, je suis avec le professeur de l'Université de la foi chrétienne, l'écrivain, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Évangéliste Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. De l'autre côté, nous avons le panafricaniste, la tête bien faite de la République démocratique du Congo, le doyen Norbert Yamba, directeur, le DIRCAP du VEPM de l'intérieur honoraire. Il est ici avec nous, un vrai scientifique de notre pays. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Merci de retrouver encore Roger, ça fait un bail. Ce serait une occasion effectivement encore d'échange parce que je l'aime bien. Voilà, dans quelques minutes, il y aura la présence de l'honorable Dédé Mopassa, lui qui est député national actuel. Il est également Eli Dudiofa. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Il est bloqué dans les embouteillages également avec l'ancien DIRCAB adjoint de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le professeur Jean-Pierre Kambila. Lui aussi va faire son entrée dans quelques minutes parce que le temps nous fait défaut. Nous avons décidé de commencer l'émission avec ceux qui sont là. Ils sont ici avec nous. Je viens de vous les présenter. La thématique, comme annoncé, la RDC, un pays potentiellement riche. Est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective empêchant le développement de la République démocratique du Congo? Nous connaissons que nous avons un pays riche, potentiellement riche. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective? Cette naïveté qui empêche le développement du Congo. Vous êtes sans ignorer que la RDC est considérée comme la capitale de l'Afrique centrale. Mais la question, est-ce que nous jouons réellement notre rôle? Mais avant tout, je préfère donner la parole à un politique. D'abord parce que les autres ne sont pas là. De l'autre côté, nous avons l'homme de l'Église. Monsieur Norbert Yamba, comme panafricaniste, la question directe, quel est le rôle que le Congo est censé jouer pour le développement de l'Afrique? Merci vraiment Delphin, parce que le sujet lui-même il est très intéressant et ça constitue véritablement un défi. C'est un sujet de défi. Pourquoi? Simplement parce que le continent africain aujourd'hui est considéré comme le continent problématique par excellence. Partout où vous allez, il y a toujours difficultés, il y a la pauvreté abjecte, intolérable, etc. Au point de se poser la question, pourquoi cela? Est-ce que c'est congénital? Est-ce que c'est artificiel? Est-ce que toutes ces interrogations poussent effectivement à la pertinence des émissions que vous organisez aujourd'hui? Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que l'Afrique, de manière générale, a 5 régions. Il y a le Nord. Et vous savez que chaque région a une locomotive. Vous avez le Nord, vous avez les pays maghrébins comme l'Égypte, la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, etc. Et la locomotive
en Afrique du Nord, c'est l'Égypte. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, l'Égypte venait même d'être acceptée comme parmi les 10 pays de BRICS, dans pays émergents. D'ici là, le Maroc pourrait véritablement faire partie également de ce groupe économique. À l'ouest, nous avons le pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, etc. La locomotive, c'est le Nigeria, avec 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Je viens de dire que l'Égypte, c'est 315 milliards de dollars. Et lorsque vous êtes en Afrique du Sud, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Zambie, vous avez le Lesotho, le Botswana, etc., le Zimbabwe. Et donc, c'est l'Afrique du Sud qui est la locomotive avec environ 400 milliards de dollars. Et d'ailleurs, c'est la plus grande puissance économique du continent. Et à l'Est, vous avez les pays comme l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, etc. Et c'est l'Éthiopie qui est la locomotive, avec 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. En Afrique centrale, vous avez le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, etc. Et c'est le Congo-Kinshasa qui est la locomotive, avec 65 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Pourquoi nous parlons de locomotive? Simplement parce que cette Afrique de région doit être portée par des pays qui ont une puissance à la fois économique, conceptuelle, technique, qui permettent véritablement de drainer les pays satellitaires autour de lui pour booster véritablement la région. Est-ce que le Congo peut prétendre être la locomotive? Moi, je dis potentiellement. Potentiellement, le Congo est la locomotive en Afrique centrale. Parce qu'aucun pays de l'Afrique centrale ne représente le budget qu'a le Congo-Kinshasa. C'est très important. Et quand donc, on parlait du budget en termes de potentialité. Non seulement de potentialité, par exemple, même les Rwanda dont on parle, etc., mais il n'est pas au-delà de 14 milliards de dollars, etc. Donc le Congo-Kinshasa a des richesses potentielles, des ressources potentielles, mais qui doivent véritablement être transformées pour qu'elles jouent véritablement son rôle de locomotive, de leadership en Afrique centrale. Merci, merci M. Norbert Mbemba. Professeur Roger Baka, j'ai précisé que vous êtes professeur de l'Université de la foi chrétienne. Vous avez publié plusieurs livres. Vous représentez également l'Église et en même temps aussi le scientifique, hein, côté Église. Est-ce la République démocratique du Congo a échoué en jouant ce rôle d'un aîné qui est censé drainer les autres dans la réussite? D'accord, merci. Je ne saurais pas commencer l'émission sans commencer par remercier le très célèbre panafricain, M. Norbert Yamba Yamba, combien de contributions. Je me demande si vraiment est-ce qu'il y a des gens qui ont le temps de le suivre pour pouvoir puiser la crème intellectuelle et planifier l'avenir de la RDC. C'est une question. Mais moi, je profite de l'occasion pour dire aux panafricains, merci d'être là. Merci. Et merci de faire. Une très belle question. Ma réponse, elle est affirmative. La RDC a échoué. Pourquoi? Il y a le très célèbre Abani Toumani Touré, ancien président malien. Il disait, si vous n'avez pas votre chien de garde chez vous, vous aurez le chien de votre voisin. Vous allez remarquer dans la présentation même de l'émission que nous parlons, d'ailleurs, le panafricain l'a si bien dit, en termes de potentiel, la RDC est appelée à gouverner et à mener une politique de leadership pour toute l'Afrique centrale. Et si la vraie problématique de l'homme est réglée, nous pouvons gérer l'Afrique. Mais jusqu'à présent, nous ne le faisons pas. Moi, je voudrais, lorsque l'excellentissime Norbert Yamba Yamba a ramassé de manière générale l'Afrique, moi je prends de manière particulière la RDC.
Si nous devons parler de potentiel, laissez-moi vous dire, peut-être que vous nous suivez en Zambie, vous nous suivez dans des pays africains, la République centrafricaine, Nigeria. Retenez ceci, que la République démocratique du Congo, en termes de ressources naturelles, qui sont transfrontalières, nous avons pratiquement 3 types de matières, de potentiel qui peuvent booster la RDC. Je le dis bien, si le problème de l'homme est résolu. Nous avons des ressources solides, liquides et gazeuses. Mais écoutez-moi très bien. Je vais vous présenter le cuivre. C'est le premier minerai de sous-sol congolais. L'exploitation des principaux jugements qui préfèrent, qui ont été découverts au Katanga, ont commencé depuis l'année 1900. Okay. En 1996, le Congo belge avait déjà 253 936 tonnes. Il s'est placé 4e dans l'échelle mondiale. Potentiel. Je viens au cobalt. Depuis 1955, le Congo belge, l'actuel RDC, a produit 7 tonnes de cobalt, soit 75% de la production mondiale. Je vais prendre un autre potentiel, parce qu'il s'agit quand même de ces potentiels. Il faut qu'on le présente. L'uranium. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, l'uranium, vous connaissez son histoire. C'est grâce à l'uranium de la République démocratique du Congo que le fameux savant juif Albert Einstein a pu trouver la formule pour fabriquer une bombe atomique qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, soit la guerre de 1940 à 1945. Les Américains connaissent les potentiels de l'uranium congolais. J'ajoute les coltans en abrégé, tantal colombite. Les principaux gisements qui sont exploités aujourd'hui sont au Kivu. D'où la problématique de la guerre à l'Est. Okay. Je vais vous signaler, pour ne que m'arrêter là, nous avons ici au Congo ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Les métaux stratégiques, mesdames et messieurs, ainsi appelés, mais prend des orientations commerciales et militaires. Les métaux stratégiques dont dispose la République démocratique du Congo est qualifié de commercial lorsque le producteur qui détient cette matière en fait les stocks. Il crée la rareté auprès des utilisateurs qui ainsi sont obligés de venir acheter ces métals à un prix très élevé à cause de son absence sur le marché. Le même métaux stratégiques que dispose la République démocratique du Congo sont qualifiés de militaires lorsque le producteur de ce métal en fait un stock, refuse de le vendre. Il peut lui-même fabriquer aujourd'hui des engins, des bombes atomiques et peut facilement se hisser à l'échelle d'une puissance mondiale. Mais quel contraste, chers bien-aimés, vous qui nous suivez, la population congolaise vit dans une pauvreté extrême. D'où la question de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle vraiment échoué dans son leadership, comme tu viens de le dire? Moi, je pose la question en répondant en même temps. Comment saurais-je dire non? Parce qu'il y a un contraste dans les styles de vie de la population. Et donc, nous devons chercher à découvrir, après avoir présenté les potentiels, le vrai problème. J'aurais voulu bien le citer avant que tu ne poses la question. Les problèmes de conflits, les problèmes de guerre, les problèmes de mauvaise gouvernance. C'est ainsi que je vais maintenant prendre la deuxième parole pour essayer un peu de pénétrer là. Merci, monsieur Roger Baka. Je précise que vous êtes
le professeur de l'Université de la foi chrétienne, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Alors, de l'autre côté, M. Norbert Mbemba, panafricaniste, je rappelle bien les sujets, la RDC, un pays potentiellement riche, est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective empêchant les développements de la République démocratique du Congo? Monsieur Norbert Mbemba, entrons dans le sujet. La question d'abord. Aujourd'hui, nous avons plus de 64 ans de l'indépendance. La question qui mérite d'être posée. Est-ce des richesses qu'on avait depuis 1960? Aujourd'hui, est-ce ces richesses demeurent ou pas? Merci. Merci, Delphin. C'est une question très importante. Très importante, Delphin. On ne peut pas déclarer avoir des richesses et paradoxalement avoir une pauvreté abjecte. C'est pas normal. C'est qu'on manque d'intelligence finalement. D'abord, il y a 3 secteurs. Non, j'allais dire 4 secteurs qui permettent de pouvoir générer des ressources. Pour permettre la satisfaction, encore qu'il faut y ajouter la gouvernance, la bonne gouvernance bien entendu. Il y a le secteur primaire. Dans le secteur primaire, vous avez l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, etc. Parce que c'est le secteur primaire qui finance les secteurs secondaires. Et avant 1960, nous avons connu 44% des recettes en devises provenaient du secteur primaire. Avant 1960. Avant 1960. Et même à l'aube de 1960. 44%. Et le Congo faisait partie des pays à revenus intermédiaires. Parce qu'il y a eu plusieurs plantations d'EVA, plusieurs plantations de palmiers à huile, etc. Nous étions au même niveau en 1960 que la Corée du Sud, que le Canada, qui est devenu 8e puissance économique aujourd'hui. La Corée du Sud, c'est 10e puissance économique. L'Afrique du Sud, qui aujourd'hui parmi les BRICS, les 5 pays émergents, les plus émergents du monde, etc. Et donc, le secteur primaire a permis véritablement au Congo de marcher. De marcher. Il y a eu ce qu'on a appelé autrefois le crédit au colonna. Nous avions plus de 169 sociétés à travers le pays agricole. Et on avait la possibilité d'exporter et d'avoir des devises. Il y a le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est l'industrialisation. Et dans cette industrialisation, comme nous parlons du secteur de mines, tout à l'heure, Roger a essayé de parler de cobalt, de coltan, de cuivre, etc. Parce que dans le site Katanga, c'est 42 minéraux. Et 12 n'existent nulle part au monde. Mais où est l'industrie? Où est l'industrie? Cette industrie a existé à l'époque. Ce qui a fait que nous ayons $368 par habitant par an. Et que la Corée, qui aujourd'hui a le vent en poupe, n'avait que 156, la moyenne, à $257 par habitant par an. Aujourd'hui, la Corée du Sud a 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et le Congo n'est qu'au niveau de 65, à peine avec le président Tshisekedi. Parce que hier, on avait la moyenne de 50 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Donc, le secteur secondaire ne nous a pas encore permis, encore qu'il faut avoir des écoles qui produisent des technologies. Nous n'en avons pas. Il faut avoir une recherche scientifique qui permet de faire les choses. Nous n'en avons pas. Et donc, après le secteur secondaire, nous avons le secteur tertiaire, les services, le transport, tout ce que nous pouvons avoir comme services et compagnie, etc. Ce secteur est occupé par l'informel. Et vous savez que notre économie est en proportion de 36% d'informel. Je dirais même plus. Mais croyez-moi, c'est très compliqué. Et cet informel doit être structuré. Cet informel doit être intégré dans le formel. Ça, c'est un exercice. Or, on parle de la volatilisation de moyens, compagnie, etc. Ce qui constitue véritablement un défi.
Et pour terminer, il y a le secteur quaternaire, dont on parle de l'économie de la connaissance aujourd'hui. L'intelligence artificielle qui produit, vous savez, la plupart des milliardaires aujourd'hui à travers le monde, les gens comme Bezos, les gens comme Bill Gates, les gens comme Market, excusez, tous des milliardaires. Mais ils sont dans le quaternaire, l'économie de la connaissance, l'intelligence numérique digitalisée. Nous sommes nulle part, nous sommes nulle part, etc. Et donc, quand vous regardez les 4 secteurs, et quand vous regardez la performance réalisée dans les 4 secteurs, on se dit, mais finalement, on est où là? Mais entre-temps, en termes de potentialité, je me souviens beaucoup, je voudrais terminer. François Dengue, qui est un Camerounais, un économiste de Renault, il a pris 14 minéraux. Et dans les 14 minéraux, il a fait une analyse pour savoir quelle est la position africaine et quelle est la position du Congo-Kinshasa. Je ne voudrais pas revenir sur l'Afrique, parce qu'en réalité, au moins 13 minéraux, l'Afrique prend toujours le dessus. Il n'y a qu'un seul minerai où il prend la deuxième position. Mais dans le minerai, en termes de quantité sur l'ensemble de la planète, le Congo dispose d'un tiers des ressources naturelles. Un tiers des ressources naturelles. Vous voyez? Et donc, nous avons un potentiel, mais il y a des notions importantes. La notion de potentialité et la notion de possibilité. Certainement que nous avons des potentialités, mais nous n'avons pas de possibilités. C'est comme ça que nous recourons de temps en temps vers d'autres pays pour chercher une certaine solidarité, etc. Vous savez que le Congo-Kinshasa dispose, du moins pour les minéraux prospectés, de l'ordre de 24 000 milliards de dollars sur des minéraux certifiés. Minéraux certifiés. C'est que nous avons un potentiel incroyable. Nous pouvons porter des yeux qui peuvent aller jusqu'à 200 ans et mettre en place des mécanismes, ce qui nous permet de véritablement de rebondir dans une perspective long-termiste. Mais bon, on est dans cette situation-là. Entre-temps, le capital lui-même, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, et l'évangéliste est revenu plusieurs fois pour dire l'humain, c'est vrai. Aujourd'hui, Paul Fokam, qui est devenu l'un des célèbres entrepreneurs africains, milliardaires, parmi les grands intellectuels de l'Afrique, il est camerounais, bien entendu. Il dit qu'il y a 3 sources fondamentales de richesse, de sources de richesse. La première source, c'est le savoir. Le savoir, c'est la connaissance. La deuxième source, c'est le travail. Et la troisième, c'est la violence. Et donc, parmi les 3 sources, le savoir a au moins 60% des ressources planétaires, des richesses planétaires. L'examen qui a été fait dans différents continents a démontré que dans un pays qui a la connaissance, un pays qui a le savoir, c'est un pays qui est capable d'aller de l'avant. Et donc 60% des richesses viennent du savoir. Alors maintenant, il faut interroger notre savoir, quel est notre système éducatif, quel est le personnel politique que nous avons, quel est notre degré, notre intellectuel que nous avons, etc. Est-ce qu'il y a compatibilité entre l'être humain et son savoir et le travail que nous devons faire pour transformer tout ce que Dieu nous a donné comme ressources? Merci, monsieur Norbert Mbemba, panafricaniste. Le professeur Roger Baka, la question... Si je ne la pose pas, les gens risquent de se fâcher. Oui, nous nous mettons d'accord, nous tous ici, que la RDC est potentiellement riche. Exact. Mais le panafricanisme dit, une des sources de nos richesses, c'est aussi les savoirs. Est-ce que l'homme congolais, l'élite du Congo, a le savoir sur ses potentialités? Est-ce vrai, l'élite où les Congolais a les savoirs sur ses potentialités, pourquoi l'homme congolais n'arrive pas à transformer ses potentialités en richesse réelle pour que le pays aille de l'avant? Bon, le philosophe Dostoïevski dit ceci. Tout serpent qui ne veut pas se débarrasser de son ancienne peau est appelé à mourir. Okay. Alors, les esprits qui ne veulent pas changer ne seront plus appelés des esprits.
Vous avez suivi le panafricaniste a dit le problème du savoir. Alors moi je vais poser une question. Lorsqu'on parle des potentiels et que ces potentiels soient véritablement transformés en richesse qui peut permettre à la population congolaise de prendre son élan, les problèmes se trouvent donc à quel niveau? Nous avons le haut de la pyramide et nous avons le bas de la pyramide. Le haut de la pyramide représente l'ensemble des élites qui nous dirigent. Le professeur ne va pas me contredire. Ce n'est pas la population qui s'oriente, qui se canalise, qui se galvanise. Il faut toujours qu'il y ait un leader à la tête qui doit orienter la foule. Maintenant, on se pose la question. Si vraiment c'était un problème de savoir, j'emprunte encore le mot du panafricaniste. Il y a un sérieux problème d'intelligence. Un sage dit, lorsque le mal ou le problème est récurrent dans une société, il y a absence d'intelligence. Et donc si la pauvreté ne fait que continuer en RDC, le problème n'est pas au niveau du potentiel. Le problème est au niveau de l'être humain, l'homme congolais. Le dirigeant, je suis clair, le dirigeant congolais a un problème d'intelligence, de transformation de la puissance potentielle en puissance cinétique visible. Mais, parlons de ces leaders, de cet angle du savoir, de la connaissance. Il y a une certaine confusion qui bat le plein en République démocratique du Congo. J'aimerais quand même vous le dire, mes frères, que ce ne sont pas des pays qui sont naturellement, qui ont une nature généreuse, qui sont le plus développés. Prendrez la Belgique, prendrez la France. Mais ces gens n'ont pas de potentiel. En termes de climat, la RDC, deuxième après l'Amazonie. En termes d'hydrographie, vous ne pouvez pas comparer la RDC d'un autre pays avec une abondante pluviométrie. Le seul pays en Afrique où la pluie tombe plus dans plusieurs mois que la sécheresse. Donc, il y a une vérité que nous devons dire à la population congolaise et qui doivent s'attendre à nous partout et nous suivre, que nous avons un problème de ceux, pour ne pas individualiser, de ceux qui administrent le Congo, il y a un problème d'intelligence. Ça peut faire mal, mais vous confondez les savoirs à l'expression ou à celui qui manipule bien Grévis Maurice, et vous vous dites, ben voilà, c'est celui-là, le savant, qui peut diriger le Congo. Ah non. Ne dit-on pas que les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs? Est-ce que c'est parce qu'on sort de l'académie de l'université qu'on est qualifié pour être leader afin de changer la situation du peuple congolais qui vit dans un contraste avec le potentiel qu'il a? Je me suis rendu compte depuis un certain moment donné qu'au niveau des politiques, nous sommes entrés dans une naïveté de type sommeil aggravant métastase. Vous dites. C'est-à-dire que le dirigeant congolais est tombé dans un sommeil de naïveté qui atteint le métastase. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la population congolaise estime que pour que sa condition soit changée par rapport à son potentiel, il faut des gens qui parlent bien français. Maintenant, je vous le dis en face. Parmi les dirigeants qui sont censés provoquer cette transformation potentielle en véritablement une richesse, comme le dit le panafricain, il faut qu'on analyse maintenant cet homme congolais. Finalement, est-ce que ça vaut la peine de continuer à procéder dans la même méthodologie problématique soulevée par le panafricain quand il dit nous devons contrôler notre système éducatif. Sommes-nous dans un système éducatif qui peut un jour nous assurer qu'il y aura changement? Point d'interrogation. Remettons tout en cause. Sommes-nous dans un système politique, je le répète, le panafricain, il est là, avec cette démocratie qu'on a empruntée sans qu'on puisse maîtriser les tenants et les aboutissants? Est-ce que
nous ne pouvons pas nous remettre en question, très cher panafricain, pour en savoir. Avec ce que nous, on ne peut pas obtenir un résultat différent lorsqu'on utilise la même méthode qui nous a toujours conduit à l'échec. Voici l'ensemble des problèmes. Parce que moi je pense que parmi les dirigeants, parce qu'il faut que je le dise, dans des termes bibliques, nous disons ceci. La cupidité des dirigeants entraîne la cupidité du peuple. La naïveté des autorités qui nous dirigent implique la naïveté du peuple. D'où la question de savoir, sommes-nous tombés dans une naïveté collective? La réponse est donc oui, mais qui nous ont fait tomber dans cette naïveté collective? J'accuse l'autorité. Quand vous parlez de l'autorité, quelle autorité? À quel niveau? À tous les niveaux? L'autorité politique, l'autorité ecclésiastique, l'autorité scientifique. Quelle autorité? Parce que là, il faut... L'autorité politique. Ok. Parce que vous avez devant nous des dirigeants qui connaissent les potentiels du Congo. Maintenant, le vrai problème, dans le chef de cet homme congolais, les dirigeants congolais, je parle de la présidence de la République. Je parle du Parlement. Je voulais bien que M. Dédé Mopassa soit là pour que je le responsabilise. Nous avons l'autorité du Sénat, le pouvoir exécutif, le gouvernement. Maintenant, je leur pose la question. 64 ans après, pouvez-vous nous rassurer sans philosophie? Sans philosophie. Okay. Que nous ne sommes pas tombés dans une naïveté collective. Voilà la première naïveté. C'est que nous avons... D'ailleurs, je suis très étonné par des... Vous savez, des fois quand vous suivez monsieur le panafricain Norbert Yambert, il faut avoir votre petit stylo, parce qu'il y a tellement de concepts que si ça passe comme ça, le peuple se demande, il a dit quoi? Il venait de dire que le secteur primaire a nourri le secteur secondaire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, l'autorité congolaise est allée au point de croire que c'est l'exploitation du sous-sol qui va certainement produire une transformation pour le peuple congolais au détriment de l'exploitation du sol. Depuis que nous sommes tombés dans ces petits sommeils de naïveté, les autorités congolaises nous ont emberlificotés au point où nous parlons de l'or, nous parlons des diamants, mais les pays qui se sont aujourd'hui développés, ce sont des pays qui ont investi sur la terre. Maintenant, je suis clair et je dis, oui, nous sommes tombés dans une naïveté à cause de nos autorités qui nous dirigent. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas accuser ces derniers régimes, que d'ailleurs je pense qu'il est mieux, pendant qu'on est encore à la première année, de militariser l'agriculture. Vous dites De militariser l'agriculture. Je trouve mal que le pays prenne son développement, que la monnaie soit stabilisée, que l'inflation continue, s'arrête, si nous n'avons pas une politique agricole pour soutenir la production nationale, car c'est la production nationale qui soutient la monnaie. Je le parle devant le panafricain. Mesdames et messieurs, c'est quoi le problème? C'est que nous sommes arrivés à un point où il y a des gens qui nous distraient avec beaucoup de Français à la télévision. Et ce sont des débats tout à fait creux, dénués de toute puissance, de transformation. Pourquoi? Parce que dans les domaines politiques, aujourd'hui, nous avons des ambitieux. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont l'ambition de diriger de même, mais qui n'ont pas la capacité de le faire. Ils se retrouvent là. La première des choses, il commence à son enrichissement personnel par la mauvaise gouvernance, le problème de l'homme. Mais dans ces milieux politiques qui nous dirigent aujourd'hui comme hier, vous avez des catégories de gens. La première catégorie, l'homme congolais politicien, il est ambitieux, mais ce n'est pas sa vocation. Il n'a pas simplement le pouvoir d'orienter, de canaliser, de galvaniser, de transformer l'environnement en un milieu économique qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Ce sont des personnes qui se battent matin, midi,
soir et vérifié après. Les mêmes hommes se fustigent et se transforment et cette transhumance. Hier, ils sont avec le président Mobutu. Ils connaissent le potentiel congolais. Quand Mobutu tombe, il se transforme en allié de Joseph Kabila père. Après, quand Joseph Kabila père est assassiné, il se transforme en allié de Joseph Kabila fils. Conseiller, directeur, ministre. Quand Kabila fils se quitte, la plus grande lutte que vous avez aujourd'hui, c'est que nous avons l'union sacrée. On va vérifier véritablement l'union sacrée. C'est à 70% PPRD. Et donc nous nous retrouvons avec des élites qui nous dirigent, qui sont à la fois une génération dangereuse, à la fois une génération traître. Donc je pense que ce n'est pas pour nourrir l'Internet que nous venons ici. Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens qui nous suivent à la maison. Il faut véritablement que nous puissions nous regarder en face. Et que le panafricain, il est corrompu jusqu'au niveau de son âme. Merci. Et donc le mal doit être bien pensé pour que nous ne puissions pas faire de la philosophie. Merci. Et donc le mal doit être bien pensé pour que nous ne puissions pas faire de la philosophie. Merci. Merci le professeur Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Cette émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Nous attendons d'autres co-débatteurs qui devaient être avec nous. J'espère dans 5 ou 10 minutes, vous les verrez ici sur ces plateaux. Monsieur Norbert Mbamba, le sujet est extrêmement important. La RDC, un pays potentiellement riche. Est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective empêchant les développements? Monsieur Roger Baka vient de pointer directement les politiques. Vous également, vous êtes politique, en dehors d'être scientifique et panafricaniste. Est-ce l'homme politique congolais, c'est lui le mal qui empêche le développement du Congo? Vous savez, quand vous m'avez dit que Roger serait là, je suis forcé de venir parce que il est l'un des rares qui est dans la spiritualité, mais qui fait marcher la spiritualité et la science au même moment. Or, la spiritualité est à la base de la science. C'est comme ça que nous avons plus de commentateurs scientifiques que de scientifiques. Nous avons des commentateurs scientifiques que des scientifiques. Ok. Et donc, coup de chapeau, Roger, il faut continuer à vous battre. J'ai même suivi beaucoup d'émissions que vous faites et que vous êtes en train véritablement de transformer toute une génération. Merci beaucoup. Il faut continuer. Merci. Même si la société, elle est toujours réfractaire pour des gens qui amènent l'innovation. Première chose. Deuxième chose, j'ai retenu des notions importantes. La notion de renouvellement de ce qu'on est. Ok. Quand on veut quelque chose de nouvel, il faut faire une chose nouvelle. Exact. Si vous ne faites pas une chose nouvelle, vous n'aurez pas une chose nouvelle. Nous avons déjà compris que tout ce que nous avons utilisé ne nous a pas mené quelque part. Et alors, pourquoi nous ne pouvons pas inventer, nous frayer un chemin? Quelqu'un me disait que quand ça ne marche pas, il faut changer d'échelle. À quel moment nous allons changer d'échelle? À quel moment ces genres de réflexions doivent être rendues opérationnelles dans les différents cercles de notre pays? Comment pouvez-vous accepter qu'aujourd'hui, nous avons la question de la spiritualité, qui est une question importante. Et nous sommes en train de regarder. On tombe dans la naïveté, dans la résignation. Est-ce que la religion aujourd'hui, la question fondamentale, la religion aujourd'hui peut nous sortir de la pauvreté? Question. Alors si ça ne peut pas nous sortir de la pauvreté, ceux qui l'ont amené, ils ont suffisamment avancé. Et c'est ce qui nous a été donné. Ça ne nous fait pas avancer, nous faisons quoi? Première question, de la naïveté collective. Deuxième question, le système éducatif. On fabrique des diplômés. On en fait quoi? Hier, en 1960, il y avait 13 diplômés universitaires. Aujourd'hui, ce sont des millions. On dirait qu'en forme des agronomes, la faim augmente dans la société.
On forme des médecins, les maladies continuent, les gens meurent. Ce qu'on dirait, on n'a pas de médecins. Et pourtant, l'Afrique traditionnelle a connu des médecins traditionnels qui ont permis véritablement la survivance de notre société. Une autre naïveté. Ok. On forme des hommes qui ne connaissent même pas leur milieu. Aujourd'hui, nous sommes des cadres. Il suffit simplement qu'on nous montre le cobalt, il suffit qu'on nous montre le coltan, le nobium. Nous ne le saurons pas. Parce qu'on n'est même pas familiarisé. Et la puissance intellectuelle a été donnée à des sociétés pour que cela puisse aider à modeler la nature naturelle. Alors, si vous ne connaissez pas votre société, eh bien, donc, vous ne ferez rien. Et quelqu'un disait qu'un arbre qui veut grandir doit avoir des racines. Un arbre, fut-il un baobab, sans racines, tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Vous voyez comment nous, et l'évangéliste, le professeur Roger, il disait tout à l'heure que, bon, voilà, c'est les Français. Et Roger, vous savez, même chez vous à l'église, là, lorsque vous n'avez pas encore prêché en français, on n'est pas content. Alors on n'est pas prédicateur. On n'est pas content. Et donc, on est dans cette situation-là. J'ai fait une étude, Roger, il y a de cela 5 ans. Dans la province de l'Équateur, j'ai prolongé jusqu'à 180 km à Ingende. Je voulais comparer le système d'enseignement qui est réalisé et les activités réalisées dans le milieu. J'ai trouvé que dans le milieu, on fait l'agriculture, on fait l'élevage, on fait l'artisanat, on fait la pêche. Mais les sections d'enseignement que j'ai trouvées, c'est la pédagogie, c'est la biologie, c'est la littéraire. Donc, il n'y a pas compatibilité, inadéquation entre ce qui est fait et ce qui constitue l'activité. Alors, en réalité, pour devenir entrepreneur, il faut partir des activités socio-économiques de la population. Tout à fait. Or, ces activités sont dédaignées. Et d'ailleurs, quand vous êtes à l'école, si vous ne connaissez rien, vous ne répondez pas bien à une question, c'est l'enseignant qui vous dit « Non, il faut aller être paysan. Vous ne connaissez rien. » Et le paysan devient véritablement une injure. Vous voyez? Et donc, le système d'enseignement aujourd'hui, non seulement ça fabrique des chômeurs de luxe, parce que quelqu'un est toujours auréolé de son diplôme, de son prestige, et sans éthique, etc., pour dire que voilà, donc voilà comment j'ai fait, c'est tel, j'étais à Sorbonne, j'étais à Harvard, j'étais à... Alors, en réalité, la situation est là. Pourquoi Harvard ne nous aide pas? Combien nous avons eu des Sorbonnes dans ce pays? Mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Quand est-ce qu'on va véritablement organiser une rencontre, une série bien entendu, où on évalue le système que nous utilisons? Le système que nous utilisons, c'est un système inadapté, improductif, inefficace, désuet, caduc. Et aujourd'hui, il n'y a pas des orientations, même au niveau de l'enseignement universitaire, même au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, pour évaluer. La performance d'un ministre, c'est d'avoir corrigé les examens d'État jusqu'à juillet, les résultats sortent. Il dit non, c'est un ministre très performant. Voilà. Comment on peut être performant? Et Tanzanie, et je termine par là, notre ami, le vieux Mwalimu, Julius Nyerere, il avait réfléchi. C'est un des panafricains qui a laissé des symboles. Comment on peut, et il a réfléchi, on peut étudier à l'école primaire. Mais si on ne termine pas l'école primaire, est-ce qu'on est inutile? Non. Quel type d'enseignement faut-il donner à partir de l'école primaire pour que même si la personne ne termine pas, il soit en mesure véritablement de s'adapter dans la société? C'est ça. Et ça, ces questions-là ne sont pas de mise. Il faut effectivement parler également du troisième piège qui constitue véritablement une naïveté, c'est le système politique. Exact. Aujourd'hui, près de 1000 partis politiques, où vous voyez des gens en train de demander de l'emploi. Et puis finalement, ce système-là ne nous a pas suffisamment pas avancé. Et comme le système politique n'est pas le nôtre, nous avons vécu 300 000 ans sans que nous soyons courtisés par l'Occident. L'Occident, les Blancs d'une manière générale sont là il y a 40 000 ans. Mais comment nous avons survécu pendant 300 000 ans sans qu'ils soient là? Est-ce qu'il n'y a pas eu un système politique? Est-ce qu'il n'y a pas eu une organisation? Je me rappelle bien à 1236 au Mali,
il a existé même toute une charte, la charte de Bandung ou le Kurukufuga. Mais quand vous allez à l'université, on parle de moins en moins de ces choses. Quand vous regardez les thèses doctorales qui ne rivalisent en rien. Parce qu'en réalité, le système occidental qui a été mis en place, c'est un système hérocentrique, un système piège. Nos thèses auraient pu servir véritablement à déboulonner, à déconstruire. Naturellement, ce qui a été monté comme piège par les autres, rien du tout. Et donc, nous sommes en train de copier. Et donc, notre naïveté se retrouve au niveau de la spiritualité, de la religion, au niveau du système éducatif, au niveau du système politique, et il y a une imbrication incidentielle même sur le plan économique, sur le plan sanitaire, compagnie, etc. Il faut sortir de ces ghettos. Il faut avoir des hommes qui ont des grandes idées révolutionnaires qui permettent non seulement de dénoncer, mais de donner une offre politique qui peut aller dans une perspective long terme. Merci à M. Norbert Yamba Yamba. Je précise que vous êtes panafricaniste. Je voudrais saluer l'arrivée de mon vieux pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Merci M. Norbert Yamba. Vous venez de dévoiler les secrets. Nous avons la présence de M. Jean-Pierre Kambila, le CAB adjoint de l'ancien président de la République, un vrai scientifique de la République démocratique du Congo. Et j'étais en train de dire, M. Roger Baka, le professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres, le sujet, il ne faut pas oublier les sujets. La RDC, un pays potentiellement riche. Est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective empêchant le développement? Alors, vous avez dit ici que le problème, c'est aussi l'homme politique congolais. En écoutant M. Norbert Mbemba, il a parlé des systèmes éducatifs, il a également cité d'autres points importants. Est-ce l'homme politique congolais? Il faut les formater, il faut les changer, il faut essayer un peu de réformer la classe politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est lui le problème, selon vous. Bon, merci beaucoup, tout en s'alliant avec beaucoup de respect. Son Excellence. Vous savez, je venais de te dire que Dostoïevski a dit tout serpent qui ne veut pas se débarrasser de son ancienne peau est appelé à mourir. Je te dis, les esprits qui ne veulent pas changer ne sont plus des esprits sur qui nous devons compter. Et pour moi, je dis aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, l'homme politique congolais, parce que vous parlez de cette naïveté collective, l'expression française leadership contient deux mots, leader et ship. Ship, c'est la bergerie. C'est la bergerie en anglais. Le troupeau. Mais celui qui dirige le troupeau s'appelle le leader. Si le Congo tombe dans cette défaillance totale, il ne faut pas seulement responsabiliser la population. Moi, j'accuse directement la classe politique congolaise depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de philosophie en cela. Mais la population doit participer à l'action du gouvernement. Celui qui galvanise l'énergie de la population, c'est le leader. On ne te trompe pas. Celui qui dirige la population, qui éduque la population, qui oriente la population vers des possibilités de transformer le potentiel. Vous êtes là, vous êtes le père, avec cette affaire d'agriculture de ce peuple. Le panafricain, la population s'est identifiée à cette vision. Aujourd'hui, là, je suis en train de le dire clairement. À la question de Delphin, que faut-il faire de l'homme politique congolais? À mon humble avis, tous les transfuges, toutes ces personnes qui sont partis de Mobutu sont descendus de Kabila père, Kabila fils, aujourd'hui conseiller des chefs de l'État Tshisekedi. Je les appelle une génération traître. Vérifiez aujourd'hui. Je le dis sans crainte d'être contredit. Il y a une génération d'élite qui nous dirige, mais qui sont en fait des traîtres.
C'est lorsque la crème qu'ils ont bouffée avec Mobutu n'a pas réussi, se sont transformés en carré de prix continu, comme soubassement, manque de politique de la production nationale. Tout le problème qu'on a eu ne font que s'accentuer. Et aujourd'hui, peuple congolais, je vous préviens, ce sont les mêmes personnes qui vous dirigent. Vous entrez dans l'union sacrée, vous comprenez que 80% ce sont les mêmes personnes. Et tout à l'heure, je venais de dire qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat. Et tout à l'heure, je venais de dire qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat différent si nous partons sur base des mêmes méthodes, avec les mêmes gens. Moi, je dis clairement, je n'ai pas crainte de le dire. Il faut faire un tabula rasa. Il faut changer la classe politique. Il faut absolument changer la classe politique. Je répète, aujourd'hui, nous devons nous décider de changer la classe politique. Mais cette relève doit être préparée. Il faut y aller crescendo. Il ne faut pas directement imposer cette manière de faire. Nous risquons d'avoir des cassures. Mon frère, moi je n'adhère pas à cette pensée. Vous savez, quand vous dites toujours qu'il faut former, mais pose-toi la question. Quel est le parti politique ou groupement ou regroupement politique qui existe avec une idéologie connue des jeunes? Cite-moi un seul parti politique. Ou les jeunes gens qui adhèrent, parce que quelqu'un qui dit que j'adhère aux républicains, démocrates, environnementalistes, il sait de quoi il parle. Mais au Congo, vous me dites aujourd'hui, quel est le parti politique qui dit aujourd'hui l'existence des partis politiques? C'est la conquête du pouvoir. Moi, je vous pose la question. Regardez dans tous ces partis politiques. Dès qu'ils ont le pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Vous avez le pouvoir, mais qu'est-ce qui arrive? Détournement. Je te dis, le vrai problème du potentiel congolais, c'est l'humain, c'est l'homme congolais. Ce sont des gens qui ont l'ambition de gouverner le pays, mais ils n'ont pas du tout la vocation. La vocation, c'est le vocare en latin. Ça veut dire, c'est un appel à être. Merci. Excuse-moi. Quand on ne comprend pas l'appel à être d'une personne, on ne peut pas comprendre. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oza ba défaite
Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu omeli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours ata bateli loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habite mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Son miséré. Le miséré, c'est l'ensemble des actions qui sont produites parce qu'on est appelé à être là. Merci. Et donc, par rapport aux résultats, je m'arrête et je dis, nous vivons aujourd'hui avec deux générations. La génération Zozoé, c'est-à-dire une génération qui se bat sérieusement pour nous faire sortir de cette affaire, et la génération traître. Alors la meilleure des choses à faire, je demande à tous les jeunes, commencez d'abord par vous désolidariser des partis politiques, parce qu'on ne doit pas toujours recevoir des gouvernants de partis politiques. Je vous cite le nom de Thomas Edison, je vous cite le nom de Wright, je vous cite le nom d'Albert Einstein. Ce ne sont pas des personnes qui ont fait des bonnes études universitaires, mais nous avons l'invention de l'avion, nous avons l'invention de l'ampoule électrique, nous avons l'invention des ligaments. Mais aujourd'hui au Congo, vous croyez que pour être dirigeant, il faut avoir un bon français dans la bouche, sortir des universités, et à la fin, ce sont des détournements. Merci, monsieur le professeur de l'Université de la foi chrétienne, monsieur Roger Beka. Je donne la parole au DIRCAB, adjoint de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, monsieur Jean-Pierre Kambila. Il est également professeur. La question mérite d'être reposée. La RDC est un pays potentiellement riche. Est-ce que les Congolais souffrent d'une naïveté collective empêchant le développement? Vous êtes venu en retard. Monsieur Roger Baka a dit le premier problème des Congolais, c'est l'homme politique congolais qui nous tire vers le bas. Est-ce vrai? Merci. D'abord, merci de l'invitation. Ensuite, merci de la tolérance. J'implore votre pardon. J'ai été éduqué à être à l'heure. Malheureusement, j'ai eu un problème de véhicule, ce qui fait que je me retrouve en retard. Ceci dit, moi, je vais prendre votre question d'une manière légèrement différente. Mais j'avoue que ma thèse à moi, elle est très très proche de Yamba qui est à côté de moi. Yamba. Parce que c'est quelqu'un que je connais très bien depuis longtemps, avec lequel nous avons eu de longues discussions, fait des longues émissions. Donc nos pensées ne sont pas très éloignées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je commencerai par votre question. Richesse potentielle. Un potentiel ne représente pas une richesse. Potentiel, c'est une possibilité qui est là. Pour qu'elle devienne richesse, c'est le fait des hommes. C'est le fait de la société. C'est la société qui décide qu'avec ça, nous pouvons faire quelque chose et qui décide de mettre l'énergie, le temps, l'intelligence dans cette opération-là. Si vous êtes dans une société qui n'a pas compris l'importance du diamant, le diamant sera toujours un potentiel. Il ne deviendra jamais une richesse. Si vous n'avez pas compris que le cerveau humain n'est qu'un potentiel, vous pensez que c'est une richesse, c'est exactement rester dans le même schéma. Il ne devient richesse que quelque chose en quoi on a cru et en quoi on a apporté un effort pour atteindre l'objectif qu'on a décidé soi-même. Maintenant, qui doit décider
de cet effort-là? Qui doit mener cet effort-là? Il y a plusieurs thèses. Là, d'après la petite discussion que j'ai cru comprendre, on dirait qu'il y a la thèse de la société qui serait responsable, et en face, il y a la thèse des hommes de cette société-là, des hommes particuliers, que l'on définit comme des hommes politiques. La responsabilité serait à eux. Alors, moi, comme je viens de dire, je suis assez proche de Yamba pour dire ceci. Vous savez, la question n'est pas nouvelle. Elle a été discutée par plusieurs auteurs, par plusieurs cerveaux intelligents. Et ceci depuis, vous allez même dire, la plus haute antiquité. La question de la capacité d'une société de transformer son potentiel en richesse. Mais on ne va pas aller si loin. Revenons seulement plus proche de nous. Il y a deux philosophes, moi, qui m'intéressent beaucoup. Descartes et Herbert. Et Herbert. Qu'est-ce que Descartes dit? L'homme, c'est la pensée. L'homme, on est homme que parce qu'on a la capacité de penser. Penser, c'est quoi? C'est sortir de soi-même pour imaginer autre chose, pour pousser sa réflexion dans une certaine direction. Et quelques temps plus tard, il y a eu un autre philosophe, Hébert, qui dit « Chaque société a son esprit ou son état d'esprit. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous des pensées, nous réfléchissons tous. Mais chaque société, avec cette pensée, avec cette capacité de réflexion, de penser, d'imaginer des choses, crée une forme de société particulière. On ne fait pas tous les mêmes choix. Nous, en Afrique ici, avant que le colonialiste n'arrive, nous avions fait des choix à nous. Des choix basés sur l'homme, sur l'harmonie entre nous, sur le vivre ensemble. C'est ça qui nous particularise. Et lorsque le blanc est arrivé, fort de sa force, de ses armes, parce que lui il était armé et nous pas, il est venu imposer une autre façon de voir les choses. Nous n'étions pas dans une société d'accumulation. On n'était pas une société où il y avait des Rockefeller, des gens comme ça. On ne cherchait pas ça. Ce qu'on cherchait, c'est que je mange, toi tu manges, lui il mange, on est content. On a un problème, on se met ensemble, on essaie de le régler. Pas pour chercher l'harmonie. On est toujours à la recherche de l'harmonie. Or, voilà qu'il y a des gens qui viennent, qui eux pensent autrement. Ils disent, la vie appartient aux plus forts. Nous sommes plus forts, on vous domine. Et vous devez nous servir. Ils se sont imposés et ils ont gagné. Ils ont fait ça pendant presque un siècle. En réalité, plus qu'un siècle, parce que depuis le 14e siècle jusqu'à ici, 6 siècles. Mais la présence coloniale, c'est pour ça qu'on réduit ça à peu près un siècle. Mais au fait, c'est 6 siècles. Pendant 6 siècles, on nous a imposé une façon de faire, une culture, des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Donc nous sommes une société traumatisée. Vous dites, nous sommes donc une société traumatisée. Okay. Il faut qu'on accepte ce fait-là. Nous ne sommes pas une société, c'est pas normal. On est traumatisé, parce que nous avons perdu nos repères. On nous a sortis d'une manière. On s'est organisé pendant des milliers d'années, on vivait ici, on avait besoin de personne. Il y a des gens qui sont venus avec leur civilisation, leur façon de faire. Mandoki et tout ce que vous voulez. L'école à l'occidental, l'utilisation de la montre, de l'heure, l'utilisation du papier. Vous sortez de votre cerveau, maintenant vous devez écrire, vous devez mettre votre réflexion sur papier. C'est une autre société. D'où la difficulté qu'a notre société à s'adapter.
Parce que c'est un traumatisme. Il ne faut pas considérer que c'est simple. Une société ne s'adapte pas comme ça. Parce qu'une société, c'est le fruit des milliers d'années. Alors, imaginez-vous cette situation-là. Nous vivons sur un traumatisme. Et dans ce traumatisme-là, à un moment donné, une classe politique s'est créée. Elle s'est réveillée et dit, non, vous devez partir. Mais n'oubliez pas que cette classe politique-là, qui s'est réveillée, elle est ambiguë. Elle vit dans une ambiguïté. Qu'est-ce que nous cherchons? La liberté ou cette classe politique qui est, entre guillemets, une élite? Est-ce qu'elle n'est pas en train de chercher à prendre la place de ceux qui ont dominé? Merci. Or, c'est ce qui s'est manifesté. Ici, je condamne personne, je constate tout simplement, c'est ce qui s'est manifesté. Ceux qui sont révélés être la classe dominante, l'élite, elle a voulu remplacer le blanc. Parce qu'elle a admiré le blanc. Elle a admiré la force du blanc. Parce que le blanc est venu dominer, donc il a démontré sa force. Elle a admiré l'intelligence du blanc. Parce que le blanc nous a dit, l'intelligence, c'est la médecine, avec les piqûres, c'est la pénicilline, c'est ça. Donc, on est passé par tout ce traumatisme-là. Alors, j'excuse pas, mais je comprends cette difficulté. Merci. Comme vous voulez me laisser 2 minutes? Une minute. Non, une minute. Okay, je ne pourrais pas. Et lorsque nous analysons, nous devons tenir compte de ça. Les hommes politiques, c'est vrai, c'est eux, ils sont responsables, puisqu'ils ont dit, nous prenons la responsabilité de ce pays. C'est nous qui voulons être en avant, nous voulons la guider. Mais il ne faut pas oublier qu'elle vient d'où cette classe politique? Yamba, Jean-Pierre Kambila, notre frère ici, Roger Baka. Elle vient d'où? Elle sort de cette société-là. Vous pensez que vous pouvez vous libérer de ce traumatisme-là, comme ça, juste parce que Kambila a dit, moi maintenant j'ai été à l'école, j'ai été chez les Blancs, j'ai compris. Non, même si vous voulez, vous ne pouvez pas. Je vous donne un exemple concret que personne ne peut nier, ici dans ce pays-là, dans notre culture. Je ne critique pas, je constate une fois de plus. Aujourd'hui, on dit, ce jeune Delphin, il est intelligent, etc. Boum, il est X. La première chose, tous tes amis, les téléphones que tu vas avoir, félicitations, Delphin, c'est magnifique, comment ça n'a pas sauté? Quelle est la signification de ce réflexe-là? Nous sommes une société de solidarité. Nous sommes une société de savoir, tu ne pars pas tout seul, tu pars avec nous tous. Partir avec nous tous, c'est partir avec les éléments de notre société. Donc, même là-bas, vous êtes avec les éléments de cette société-là. Et cette société-là, ce n'est pas une société de concurrence, ce n'est pas une société de je veux être le premier, je vais être tout seul. Or, dès lors que tu sors, tu te constitues en groupe, vous créez votre classe à vous et vous avez des intérêts à défendre. C'est cette difficulté dans laquelle nous sommes. Merci. Et là, moi, je ne condamne ni les hommes politiques, ni la société congolaise. J'essaie de la comprendre. Merci. Et d'essayer de voir dans quelle mesure je pourrais apporter une quelconque contribution de réflexion pour la faire avancer. Merci. Et sans réflexion, on ne peut pas avancer. Merci, monsieur Jean-Pierre Kambila. Je précise DIRCAB, adjoint de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et sur Dizemreux Télévision. Laissez vos commentaires. Monsieur Norbert Mbayamba, panafricaniste, en écoutant la réflexion de monsieur Jean-Pierre Kambila, certaines personnes risquent peut-être de croire que c'est une réflexion plaintive. Parce que, il dit, nous sommes une société traumatisée. Alors, M. Mbayamba, ce n'est pas être irresponsable parce que nous sommes un pays indépendant depuis 64 ans. Nous étions si incapables de se libérer de ces jougs de l'Occident? En tout cas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. La libération ne se fait pas comme ça, de manière hasardeuse. Delphin, la libération, c'est autre chose.
La libération, c'est construire sa souveraineté autour des différents secteurs de la vie, assumer pleinement, affirmer son leadership pour tenir une torche qui éclaire l'avenir. Pour arriver, il faut savoir identifier les pesanteurs. Hein. Nous ne sommes pas encore indépendants tels que souhaités. Nous avons été court-circuités et M. Jean-Pierre Kambila vous a parlé d'une société de traumatisme. Traumatisme lié à la religion importée, traumatisme lié à l'éducation importée, traumatisme lié au système politique importé, traumatisme lié au système économique, etc. Et donc, nous sommes des hommes qui sont formés pour être au service d'une société. Et une société fondamentalement coloniale. Au point où, lorsque nous discutons de la sortie de notre pays de cette situation, il faut savoir remettre en question le système qui a été mis en place. Parce qu'en réalité, nous sommes le reflet du système qui a été mis en place. C'est-à-dire que vous pouvez être de bonne foi, mais vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que pas de l'irresponsabilité d'un monsieur de 64 ans. C'est pourquoi nous réfléchissons. Attention, mes amis. Je vous ai dit qu'il y a un arbre. Il y a un idéal pour tout le monde, mais chaque société a un esprit. Ça veut dire en fait que chaque société a sa particularité, a sa spécificité. Nous pouvons apprendre, certes, mais on est guidé par l'esprit de notre société. Et vous risquez de tirer des conclusions non concluantes. Un prof, je crois, Edgar Morin, que vous connaissez, disait que... Non, c'est Caliba. Caliba, c'est avec José dos Manto, angolais, sociologue. Ils ont inventé une nouvelle discipline qu'on appelle la mankimologie. Il dit, vous êtes en face des Yambayamba aujourd'hui, vous voulez analyser ce que représente Yambayamba, mais faites attention, vous risquez de croire que Yambayamba est né aujourd'hui. Yambayamba est le résultat d'avoir traversé plusieurs siècles, plusieurs mois, plusieurs sociétés, plusieurs régimes, etc. Et donc, quand je traverse ces différentes séquences, écoutez, chaque séquence a un impact sur moi. Chaque séquence a des séquelles sur moi. On appelle ça des mankentum, des maquetas. Et donc, la personne qui parle, ce n'est pas le Yambayamba que vous voyez aujourd'hui, mais qui traîne derrière lui des différents comportements, états d'esprit des différentes sociétés traversées. C'est que si vous voulez effectivement que Yambayamba change, il faut savoir identifier tous ces héritages-là et chercher des garde-fous qui permettent véritablement de remettre en question pour donner une nouvelle orientation. Donc, nous sommes dans une situation telle que on prend Jean-Pierre Kambila, on le met. Ce n'est pas seulement l'intellectuel, ce n'est pas seulement le politique, même au niveau du village. Hein. Ces gens, il y a un comportement. Pour drainer, j'ai beaucoup aimé la définition de ce que Roger a donné sur le leadership. Il dit c'est un troupeau. J'ai beaucoup aimé ça. Attention, mais dans un troupeau, il n'y a pas qu'une seule personne. Et à l'intérieur du troupeau, il y a des différents niveaux de compréhension de la responsabilité qu'il faut véritablement actionner. Et donc, on peut avoir un bon leader, mais comment pousser les troupeaux? C'est comme ça que la société ne s'arrête pas de manière mathématique, on continue, quelqu'un vient, il arrange, quelqu'un d'autre, etc. On change, cette alternance permet la performance des institutions. Donc, ce que nous sommes en train de faire comme exercice, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Nous drainons, nous transportons un fardeau. Mais ce fardeau ne peut pas aller de manière mécanique. Encore qu'il faut poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Et ces leaders-là, qui connaissent effectivement que nous avons un fardeau et qu'il faut apporter des grandes réformes pour que finalement nous puissions nous séparer de ce fardeau. Encore que ça ne se fait pas dans un jour, etc. Et donc ce sont ces gens-là qui peuvent être utiles dans notre société. Mais écoutez,
des maquetous, des boulets rouges obtenus pendant 6 siècles. C'est pas à 64 ans que ça va véritablement se disparaître. Merci, M. Norbert Mbemba. Je ne veux pas décevoir le millier d'Africains et des Congolais qui sont en train de nous suivre parce que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Cette émission, c'est pour trouver des solutions à nos problèmes. J'ai l'impression que nous risquons de décevoir les Congolais qui sont en train de nous regarder parce que l'association des intelligences que j'ai invitée sur ces plateaux, c'est pour que vous puissiez trouver des solutions à nos problèmes. Parce que 64 ans après, on ne peut pas vivre dans une naïveté collective. Nous devons quitter là où nous sommes pour aller quelque part. Monsieur Roger Bakan, s'il vous plaît, la RDC, c'est un pays grand. Chaque province a des richesses particulières. Comment expliquer, face à tous ces problèmes, nous demeurons le pays le plus pauvre de l'Afrique? Ici, M. Jean-Pierre Kambila dit, il ne responsabilise pas trop la classe politique, mais il fait juste un constat. Est-ce qu'il faut rester dans ces constats malheureux ou il faut proposer des pistes et des solutions plus meilleures pour que la RDC joue réellement son rôle? Parce que nous avons des voisins, on ne peut pas se séparer d'eux. Nous devons y faire avec. Vous savez, merci pour la question. Je suis désolé, je ne partage pas le point de vue de M. Jean-Pierre Kambila. Totalement, je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous dites que nous devons avoir le temps de réfléchir, nous allons réfléchir jusqu'à quand? Que nous sommes déjà en pleine mondialisation, globalisation, transnationalisation, internationalisation. Nous subissons, je rappelle aux panafricanistes, que le blanc ne va pas s'arrêter de chercher à nous supplanter. Okay. Mais c'est une fuite en avant. À quoi sert le constat si ça n'apporte pas les changements? On a dit ici, quand le mal est récurrent, il y a un problème d'absence d'intelligence. Je vais emprunter les mots de Durkheim. Chaque société a son esprit. Mais la société est construite sur base de valeurs. Avez-vous cherché à transformer les valeurs? C'est pas l'homme blanc qui a développé les détournements qu'on voit ici. Il nous a apporté l'héritage des détournements. Ce sont des antivaleurs qui se sont développées dans la classe politique actuelle. Ça, c'est pas un héritage. Quand vous dites que c'est une société en état d'esprit, l'être humain est composé de qui? Excusez-moi, je vais emprunter le langage biblique. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:23 que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire qu'il vous purifie. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Mais vous êtes irrépréhensible devant Dieu, monsieur Jean-Pierre. Parce que Dieu vous a transformé. Mais si vous dites que nous réfléchissons, je vous pose la question. Puisque vous parlez de l'esprit de la société, connaissez-vous les facultés de l'esprit? Parce que vous êtes déconnecté de votre esprit. Mais vous dites qu'il y a un esprit de la société. Moi, je dis oui, d'accord. Mais est-ce que vous connaissez les facultés de vos esprits pour que nous puissions améliorer les choses, apporter un changement? L'esprit a 3 facultés et cela peut influencer la société. Ça dépend de qui est devant. La communion avec l'être transcendantal, l'intuition, la capacité d'écouter les signaux. 3, c'est la conscience. Parce que vous avez une société aujourd'hui avec des autorités politiques qui ont une conscience. Le problème, c'est que vous êtes déconnecté, autorité politique. Vous, qu'on ne vous trompe pas, vous êtes déconnecté de votre être transcendantal. Par conséquent, vous avez créé une classe de voleurs. Moi, je refuse. Comme M. Jean-Pierre dit, je ne condamne pas la population, je ne condamne pas les autorités. Mais je dis c'est faux, parce que vous avez parlé du temps. Et c'est sur ce point que je ne suis pas d'accord avec monsieur le panafricain. Le temps est défini comme l'extension de la durée pendant laquelle les choses doivent se faire dans la vie de l'homme. Vous ne pouvez pas parler des temps parce que vous avez eu tout le temps. Excusez-moi, moi je n'ai jamais géré le pays. Peut-être que monsieur le panafricain gère. Dire cap honoraire du VPM de l'intérieur. Peut-être que monsieur Jean-Pierre gère.
Dierka Badjoua de l'ancien président de la... Mais comment vous pouvez dire, aujourd'hui devant la télévision, que nous subissons l'influence du monde extérieur, que nous devrions croire qu'il n'y a pas une transformation spontanée? Moi je dis, mais c'est faux, c'est une fuite en avant. 64 ans plus tard, quel est l'homme congolais que vous avez produit? Avec une éthique. On va continuer, parce que vous dites qu'on doit attendre. On attendra jusqu'à quand? Je suis totalement déçu. Pourquoi? Parce que les gens attendent, ce n'est pas de la philosophie. Je demande aux panafricains, c'est le temps. Maintenant, nous devons éviter de placer à la tête de la gestion de la République, et je ne parle pas seulement du chef de l'État, je parle de toutes les instances. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a pas démontré même la création d'une petite entreprise, vous le ramassez comme ça et vous le mettez là? A-t-il créé une entreprise? Nous savons, peuple congolais, je suis déçu, hein? Vous avez des politiciens congolais qui n'ont pas d'entreprise. Aucune entreprise, fonction, politicien. Je vais pas gérer le pays. Mais j'ai 2, 3 entreprises dans ma petite jeunesse. Société de transfert de fonds MoneyGram Western Union. PDG d'une chaîne de télévision sur TNT. Bluesat Satellite. Aujourd'hui, géniteur d'une université de la foi chrétienne. Je propose dans la société, éviter de nommer des personnes qui n'ont pas montré des preuves. Parce qu'après, il va se lancer dans la fortuna. Ne dites pas le contraire, mon très cher aîné. On va décevoir la population. J'insiste aujourd'hui, nous devons remettre en question la classe politique. Pourquoi? Première question. Pendant que le président Kabila, le fils, est ici, vous connaissez la lettre de noblesse qu'a eu l'uranium. Savez-vous qu'on a vendu de l'uranium à l'époque du président Kabila? Dans l'un des pays de BRICS, comme il le dit là. Et vous savez que la détention de cet uranium a gêné les capitalistes. Je parle de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. L'argent généré par cette vente, qu'est-ce qu'on en a fait? Kinshasa aujourd'hui, si vous observez bien dans sa cartographie, plus de 70% de l'espace de densité se trouve vers Nzélé. Les colons que vous dites que vous accusez aujourd'hui, que moi je qualifie de naïveté, nous a laissé tout cet espace. C'est parce qu'ils savaient pertinemment que la seule survie de la capitale, secteur primaire, l'agriculture. Lorsque vous avez obtenu cet argent, vous, dirigeants, avez-vous élaboré un programme d'agriculture? Non. Et vous vous lamentez aujourd'hui qu'il y a inflation, hyperinflation, jusqu'à ce que nous finirons mal parce que sur le plan mondial, bientôt on va dédollariser. Ça va disparaître. Nous allons pas... Avez-vous créé des cadres du savoir? Avez-vous établi des universités pour augmenter le potentiel de l'intelligence congolaise? Ah non, moi je pense que pour créer des universités pour augmenter le potentiel de l'intelligence congolaise. Ah non, moi je pense que pour créer ma chaîne, pour créer tout ce que je créais, je n'ai pas eu besoin, voilà, de constats, de ceci, cela. J'ai posé une action. Et c'est ça que je refuse. Vérifier sur 100% de la population dirigeante. 80% sortent des classes sociales aisées. Sortent des familles riches. Sortent de ceux qui nous ont dirigés hier et qui veulent continuer, que leurs enfants nous dirigent demain. Il faut une révolution. C'est ce qu'en 1789, mes bien-aimés, si vous me suivez à la maison, moi je suis du courant de la réforme. Si, je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup de réserve, si vous sentez que vous n'êtes pas capable, laissez.
Merci. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, je rappelle à l'opinion que vous êtes une tête bien faite de la nation. J'ai lu beaucoup vos réflexions et vous êtes un ancien DIRCAB du président honoraire Joseph Kabila Kabongé. Nous devons proposer quand même des solutions parce que le Congo a tout. La Chine, aujourd'hui, si elle est la Chine parmi la grande puissance, ou la grande puissance, vous voulez dire, c'est parce que les Chinois se sont assumés. C'est une mission impossible pour que les Congolais s'assument, parce que nous avons tout. Oui, écoutez, moi j'aborde la question congolaise avec énormément de modestie. Okay? Parce que j'ai passé de nombreuses années de ma vie à critiquer. Un aspect. Deuxième aspect, j'ai passé des années de ma vie à accompagner la gouvernance, à participer à la gouvernance. Donc, j'ai vécu les deux situations. Vous avez évoqué mes écrits. Vous pouvez voir et lire ce que j'ai écrit lorsque je n'avais que l'expérience de la critique. J'ai écrit, donc je laisse des traces. Alors, ce stade-là, je suis sorti de ce stade-là. De dire, voilà les méchants, nous sommes les bons, nous connaissons tout, nous allons tout arranger. J'ai quitté ce stade-là parce que j'ai traversé une vie. J'ai plus de 70 ans maintenant. En traversant une vie, on apprend des choses. Mais on apprend surtout qu'on connaît peu. Donc les grandes certitudes, les affirmations, dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, pardonnez-moi, je suis sorti de ça. Je suis devenu très modeste. Premièrement, il faut faire attention, ne pas prêter aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai pas dit ici d'attendre. J'ai dit que pour aborder la question congolaise, il faut réfléchir. Et ma réflexion actuelle, elle est que nous sommes une société traumatisée. Voilà la thèse que je défends ici cet après-midi. Un traumatisme, c'est quoi? C'est la perte de repères. Vous ne savez plus dans quelle direction vous allez, parce que vous avez perdu, vous n'avez plus d'objectif. Vous êtes là comme ça, vous allez presque dans tous les sens. On peut vous traîner où l'on veut, parce que vous êtes traumatisé, vous n'avez plus la maîtrise. Comment avons-nous été traumatisés? Tout le monde le sait. Lorsqu'une société qui a vécu des milliers d'années avec certaines valeurs, et qu'on vient l'imposer d'autres valeurs, elle est traumatisée. Et cette société traumatisée ne peut sortir que des traumatisés, ne peut sortir que des politiciens traumatisés eux-mêmes, parce qu'ils sont issus de cette société-là. Ce n'est pas des gens qui savent tout, même si de temps en temps, ils ont l'air de nous dire qu'ils connaissent tout. C'est faux. Ils ne connaissent pas tout. Parce que nous qui avons écrit que nous connaissions tout, lorsque nous sommes arrivés là-bas, le résultat, il n'est pas formidable. Hein? Il n'est pas formidable. Moi je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir, écrire un livre, dire que le temps où moi j'ai été je participais au pouvoir, c'était un temps formidable. Non. Et pourtant, j'ai réclamé des autres, de ceux qui étaient avant, d'être formidables. Alors maintenant, je sais que être formidable dans la situation actuelle, c'est pas simple. D'où, avant, c'est réfléchissons sur notre traumatisme. Lorsque nous aurons réfléchi sur notre traumatisme, nous trouverons des mécanismes qui nous permettront de sortir. Si tel est notre destin. Parce que là aussi, j'aimerais être modeste. Parce que je n'ai pas la prétention de dire je connais ce qui va arriver demain. Non. Il y a des spécialistes pour ça. Je leur laisse cette voie-là. Voilà ma thèse. C'est celle-là. Je la définis comme ça. Et pour ce qui est de la solution, je crois qu'avant tout, cette société, elle doit changer l'idéologie dominante. Parce que nous vivons dans une certaine idéologie, c'est-à-dire la façon dont nous pensons,
nous pensons, ce que nous mettons dans notre esprit. Par exemple, je dis, vous êtes dans une société où l'idée dominante, c'est de dire chancelier Kopamba. C'est-à-dire que vous avez annulé toute notion d'effort. Ok? Or, ici, chancelier Kopamba, celui qui a dit ça, qui est mon frère Jules Wembadio, d'heureuse mémoire, lui, il ne comptait pas sur la chance. Hein. Moi, je le connais, je suis né avec lui ici. Il ne comptait pas sur ça, il travaillait. Mais il a sorti une phrase en pensant que ça va faire amuser les gens, ça fait amuser les gens, mais qui est resté dans le cerveau. Pourquoi je dis ça? Il y a un pasteur ici que, bon, moi je ne suis pas dans les églises évangéliques, mais un homme que j'admire beaucoup du point de vue de son intelligence, qui a voulu critiquer ce fait-là, le pasteur Thomas Sofferol. Vous avez vu la réaction de la ville ici? Vous êtes journaliste, vous le savez. On est presque allé à l'émeute. Tout le monde dit, ah, comment est-ce que tu peux critiquer Jules Wembadio? Mais nous qui connaissons Jules Wembadio, qui était un garçon intelligent, qui était un garçon qui savait travailler. Moi, j'ai fait un peu de musique, hein, donc je sais de quoi je parle. Faire une répétition avec Jules, c'était transpirer. Parce que c'était un perfectionniste. Il cherchait le bon son, l'association des bonnes paroles. Tout ça, c'est un travail considérable. Mais voilà que, par une distraction, il sort une phrase en pensant que ça va amuser les gens. Ça a amusé les gens, mais en plus, c'est resté dans la société. Et ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, quand vous regardez dans vos trucs Internet, Mbokelingi, qui ça Mboka a plaisir. Ça veut dire quoi? Nous formons une idéologie dominante, nous plantons des idées qui restent, qui ne nous amènent pas dans la société que le pasteur, je ne sais pas si vous êtes pasteur, que le pasteur recherche. Lui, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il est pour une société d'efficacité. Il est pour une société, il regarde les autres sociétés de résultats. Bon, résultat, il faut méfier, parce qu'il faut se méfier de ce mot-là. Résultat, c'est ce que vous avez recherché. Donc c'est vous qui avez défini où vous voulez aller. Oui? Si moi, mon résultat, c'est que dans ma famille, il y ait l'harmonie, tout le monde a bien, qu'on soit bien ensemble et tout, je ne suis pas à la richesse de la richesse matérielle. Je ne suis pas à la richesse d'une organisation qui va vers l'efficacité. Mais j'ai un résultat. Monsieur a défini son résultat. Par rapport à son discours, on le comprend. Il est partisan d'une société d'efficacité, de perfection par rapport à la production tel qu'on le voit en Europe, en Chine, etc. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'il arrive à insuffler à la société l'idéologie qui va accompagner, qui va faire qu'on va aller dans cette direction-là. Ce n'est pas en disant Fotéayo, qu'on est le meilleur, c'est nous qui savons, c'est pas ça. Répondez à ma question directe, M. Jean-Pierre Kombila. Posez-la. Les Chinois, aujourd'hui, oui, ils se sont assumés. Oui. La Chine est la grande puissance. Oui. Les Congolais, nous avons des richesses, un pays béni. Est-ce une mission impossible que nous puissions s'assumer? Vous pouvez vous assumer, mais commencez d'abord par choisir ce que vous voulez. Si c'est ça ce que vous voulez, alors ça va vous entraîner à créer une idéologie appropriée à ça. Mao Tse-tung, avec son groupe là, en 1947, 48, 49, ils se sont assumés, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons devenir une grande puissance. On ne va pas le devenir en 10 ans, en 15 ans. Mais nous, première chose, on va battre Tsengaïtiek, on va le faire sortir. Il faut qu'il parte. Quand lui partira, nous allons mettre une autre idéologie, c'est-à-dire changer la façon des gens de changer, mettre de nouvelles valeurs. Nous, on n'en est pas encore là. Je vois pas quelqu'un ici qui a rassemblé des gens pour dire nous allons changer de société. Je ne veux pas ce courant-là. Donc nous avons des politiques distraits. Des politiciens distraits. Non, pas distraits, qui ont choisi une autre voie. Merci. Je ne vois pas qui ici travaille pour installer dans cette société d'autres valeurs.
qui travaille pour ça. C'est faux. Vous voyez les pasteurs qui nous disent qu'il faut faire ça, faire ça. Regardez leur comportement. Je dis pas tout le monde, hein. Je connais pas monsieur, je ne peux pas le critiquer. Mais regardez leur comportement. Est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils ont des attitudes pour aller vers ces sociétés-là? Non. Tout le monde s'enrichit, circule avec de grosses bagnoles et tout. Bon, où est-ce que vous avez... Où est-ce que vous gardez l'argent que vous allez investir pour aller vers cette société-là? Merci. Les Chinois, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont admiré une société. Ils se sont dit, nous, par le passé, nous avons été une grande société. Nous avons dominé le monde, parce que la Chine a dominé le monde par le passé. Nous voulons revenir à ça. Et pour revenir à ça, si je sais encore calculer, 1949 jusqu'à 1979 à peu près, 76-79, lorsque Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, faites le calcul, vous verrez le nombre d'années, et vous allez voir que vos 64 ans où vous critiquez les Congolais, c'est rien du tout. Merci. C'est rien. Merci. Laissez les Congolais travailler, et ils travaillent, ils n'attendent pas, ils réfléchissent. Merci. Ce pays a beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent, qui posent de bonnes questions, et nous arriverons. Moi, j'ai confiance. Merci. Mais avant, passons par créer une idéologie dominante. Merci. Ce sera l'assise de ce nouvel esprit. C'est ce nouvel esprit qui va nous amener à faire quelque chose. Merci. Une condamnation sur une classe politique, Merci. sur la société. Non, ça sera... C'est bien, merci. Il nous reste 5 minutes, monsieur Massounda. Il nous reste... Ok, je donne une minute comme mot de la fin. Je donne une minute comme mot de la fin à mes invités. Chers internautes, vous pouvez laisser vos commentaires par rapport à ce qui s'est en train de se dire. Si monsieur Norbert Mbamba, vous voyez monsieur Massounda me met la pression. Une minute. Est-ce le système congolais, politique congolais, engloutit les idées des leaders? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est dépasser, rester plaintif, ou il faut chercher la boussole? C'est également votre mot de la fin. Il faut chercher la boussole. Il ne faut pas non plus se plaindre aussi. De dire qu'on est déçu parce qu'on n'a pas donné des réponses mathématiques à la question que vous avez posée. Nous sommes en train de faire la réflexion, nous ne sommes pas des robots. Encore qu'il ne faut pas donner des solutions simples à des problèmes complexes. Et donc, notre situation est un problème complexe. Et donc, la complexité impose qu'on puisse véritablement construire des ramifications pour savoir les différentes facettes de la chose. Ce qui est vrai, c'est que nous avons perdu nos valeurs. Et les gens nous ont dominés. Et nous n'avons plus de racines, nous n'avons plus de particularisme, nous n'avons plus d'enracinement. Et donc, nous nous efforçons pour dire, mais de quelle manière nous allons réinstaller, réinstaurer, rétablir ce qui était notre puissance d'antan. Et vous avez parlé des Chinois. Les Chinois, 4000 ans, ils ont dominé le monde. Et ils ont été attaqués par les mêmes personnes. Et après, ils se sont organisés, ils ont construit une offre politique, ils ont déterminé un horizon politique, et dans une perspective long-termiste, ils ont réussi à reconstruire leur puissance. Et donc, nous ici, nous savons que nous sommes victimes d'une approche hérocentrique. L'approche hérocentrique suppose que on exploite nos ressources, on amène les brutes chez eux, et c'est chez eux qu'il y a des industries. Et il faut produire des richesses, il faut produire des emplois. Nous, on a juste les yeux pour regarder. Merci. Et nous avons intérêt aujourd'hui d'aller dans la construction d'une approche afrocentrique. Merci. Qui tient compte de nos valeurs. Comment le faire? Ça ne se fait pas de manière mécanique. Il faut construire une dynamique et nous croyons que cette dynamique, c'est autour de ces différentes réflexions. Merci. Encore que la réponse ne peut pas être donnée dans... Merci, monsieur Norbert. Merci, monsieur Norbert Mbamba, monsieur Roger Baka, une minute. Est-ce la seule solution aux Congolais? C'est l'émancipation de l'homme congolais. Bon, d'abord, moi, sociologiquement parlant, on dit qu'il y a une théorie de l'évolution organiciste. C'est que chaque société ne doit pas passer par le même moyen, par le même temps pour atteindre le bien-être. Donc, je révoque catégoriquement ce que M. Jean-Pierre dit. Si c'est les 49 en 73 que la Chine l'a fait, c'est pas ce que la France a fait. C'est pas ce que les États-Unis ont fait. Donc, bannissons cet esprit de vouloir croire qu'il nous faut du temps. Ça, je dis,
Je ne partage pas ces points de vue. Et donc, c'est une forme de trahison que de ne pas acquiser l'autorité politique congolaise. C'est trahir le peuple congolais. Et je répète encore, aujourd'hui, vous avez... Moi, je répète, moi, je ne suis pas dirigé. Hein. Je suis en face des gens qui ont dirigé. Je leur dis, nous devons, mes chers frères, si vous me suivez à la maison, c'est vrai que M. Jean-Pierre est arrivé en retard, mais vous allez comprendre qu'il a répété les choses que nous avons déjà dit quand il n'est pas là. Il s'en est excusé, on ne peut pas l'en tenir rigueur. Mais je répète, nous devons changer la classe politique congolaise. Passer par une loi qui dit que toutes les personnes qui nous ont déjà dirigés, on les a vus dans l'œuvre de l'échec spectaculaire, doivent nous aider au Sénat pour des conseils. Laisser l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Vouloir diriger, c'est bien. Mais être en mesure de dire, dans l'étude de la planification, que nous avons lamentablement échoué, c'est en cela que je remercie le président Joseph Kabila. Je conclue en disant, il a dit, je n'ai pas pu transformer le Congolais. Je me demande parmi les 10 qu'il disait qu'il pouvait avoir, n'y avait-il pas M. Jean-Pierre? Et donc, nous devons remettre en question, tel que l'a dit monsieur le panafricaniste, notre système politique, notre système éducatif, notre spiritualité. Et à la fin, être en mesure de dire à chacun, comme je le suis là, ça ne fait pas de l'inimitié. Je dis à M. Germain Kabila, je suis Jean-Pierre Kabila, je suis déçu, vous n'avez rien fait à l'époque de Kabila. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous ne pouvez pas transformer l'homme congolais, alors vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez rien dire parce que... Merci, monsieur le juge. Je ne vous condamne pas, mais je vous dis la vérité en face. Merci, et de la même façon, aujourd'hui, vous qui nous dirigez, sachant qu'il y a un ras-le-bol dans la société. Si vous n'arrivez pas, avec cette politique de détournement à répétition, matin, midi, soir, vous ne transformez pas l'homme congolais, la sagesse humaine dit. Merci. Lorsque le possible n'est pas fait, vous n'avez pas rempli votre devoir. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Monsieur Massounda, vous allez m'excuser. 30 secondes. À M. Jean-Pierre Kabila, il va terminer l'émission. M. Jean-Pierre, 30 secondes. Je ne veux pas que les gens me tiennent rigueur. 30 secondes comme mot de la fin. Tout a été dit. Ok. Je me suis exprimé clairement, j'ai donné mon point de vue. Ceux qui ont voulu entendre entendront. Mais je pense que le Congolais devrait devenir un peu modeste. Le Congolais devrait devenir un peu modeste. Rien fait et passé. Venir à la télévision dire que M. Kabila, vous n'avez rien fait. Non, j'ai dit le régime. Vous n'étiez pas avec moi dans le bureau, dans mon bureau. Non, j'ai parlé du régime. Vous ne savez pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Du régime, M. Jean-Pierre. Pas vous. Les télévisions vous ont... Oui, pas vous. Vous ont entendu. Le régime que vous incarnez peut-être. Moi, je n'incarne aucun régime. Merci de refuser. Je n'incarne personne. Merci de refuser. Je n'incarne que ma propre personne et mes propres réflexions. Merci. Ce que je dis, ce que je pense, je l'écris. C'est ça, c'est peut-être l'avantage que Dieu m'a donné. Il paraît que je sais écrire. Parce que les gens me lisent. Merci. Donc moi, ce n'est pas les paroles qui vont dans l'air. Lorsque je fais une réflexion, je la mets sur papier. Et ma réflexion, je l'ai résumée ici. La situation du Congo, je me répète et j'arrête là. Il faut arrêter de croire que je peux. Personne, dans le je, personne ne le peut. Merci. Merci, monsieur Jean-Pierre Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous étiez l'ancien DURCAB adjoint de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Monsieur Jean-Pierre Kabila, que vous voyez ici, si vous voulez bien les comprendre, il faut lire ce qu'il met sur la place publique. C'est une tête bien faite de la nation. Également de l'autre côté, nous avons le panafricaniste, l'aigle de l'Afrique, M. Norbert Yamba qui est en train d'écrire. Il a écrit plusieurs livres. J'ai appris dans les coulisses comme journaliste et bientôt professeur. Merci à vous, M. Norbert Yamba. Également de l'autre côté, M. l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, DG de plusieurs entreprises. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Pas de problème, pas de problème, vous avez écrit autant de livres. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Moi, je pense que ce débat est un débat républicain, un débat panafricaniste. Je pense que si vous pouvez également faire votre part, contribuer sur notre chaîne YouTube au Centre TV, participer au débat, une autre RDC est possible. Le 25 de ce mois, je reçois le professeur Évariste Bouchab. Je reçois le fondateur de l'UDPS, Paul Capita. Je reçois l'évêque Dodo Kam. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.